L'Élysée, rien que le mot, ça évoque le pouvoir, l'histoire, un certain prestige français, quoi. Et pourtant, imaginez qu'on vous le décrive comme une forteresse, un endroit où le président se sentirait reclus, voire même un labyrinthe infernal. C'est une image assez différente de celle des ordres de la République, n'est-ce pas? Bienvenue à notre discussion du jour. On va se plonger ensemble dans un livre qui a beaucoup fait parler, La tragédie de l'Élysée, dans l'enfer des quinquennats. C'est d'Olivier Beaumont, paru en 2025 chez Robert Laffont. Ce livre, c'est le fruit de nombreux entretiens, d'observations, une vraie immersion en fait dans les coulisses du pouvoir. Notre objectif ici, c'est simple. On va essayer d'en extraire l'essentiel pour mieux comprendre ce qu'a été la vie au palais sous Emmanuel Macron. Et on va le faire avec une approche qui se veut journalistique. On rapporte ce que dit le livre de manière précise, objective, sans prendre parti, bien sûr. Exactement. Et ce livre, il nous propose un voyage en plusieurs temps, si on veut. D'abord, il explore la réalité très concrète, physique et même psychologique de l'Élysée comme lieu de vie et de travail. Il détaille aussi le quotidien du président, de son entourage, un quotidien forcément hors norme. Il décortique aussi, et c'est passionnant, les dynamiques de pouvoir, les relations parfois complexes entre les personnages clés. Et tout ça, c'est émaillé d'anecdotes, souvent très révélatrices, qui donnent vraiment vie à cette exploration des coulisses. C'est une tentative, voilà, de saisir l'atmosphère d'un univers très très fermé. Alors commençons par les murs justement, le lieu lui-même. Le livre insiste beaucoup sur cette contradiction en fait. D'un côté, le palais historique, symbole éclatant du pouvoir, et de l'autre, une description beaucoup moins flatteuse. Maison mal foutue, complètement biscornue, ce fameux labyrinthe infernal avec ses 365 pièces, apparemment s'y retrouver, c'est un vrai défi. Ah oui, c'est tout à fait ça. L'auteur rapporte une citation assez piquante d'Henri Guano qui résume bien l'idée: l'Élysée serait, je cite, à l'image de la France, un grand bordel. Le livre met ça en perspective, d'ailleurs, en comparant avec des résidences plus modernes, la chancellerie allemande à Berlin, par exemple, qui a été pensée pour être fonctionnelle. L'Élysée, au contraire, est décrit comme un monde du silence. Il faut imaginer les moquettes épaisses qui étouffent les bruits, le protocole quasi militaire. Ça crée une atmosphère très feutrée, presque irréelle. Et malgré la présence de plus de 800 collaborateurs, ce qui est énorme, Oui, c'est énorme. beaucoup sont en fait dispersés dans des bâtiments annexes, rue de l'Élysée, l'hôtel de Marigny. Et selon les témoignages que rapporte Beaumont, cet éparpillement, ça renforce le sentiment d'isolement au cœur même du pouvoir. Et ça ne favorise pas vraiment les échanges informels, ni l'esprit d'équipe, quoi. C'est assez paradoxal finalement. Un lieu surpeuplé où on peut se sentir seul. Et cet agencement un peu chaotique, il a aussi des conséquences plus discrètes, non? Le livre parle d'accès dérobé? Oui, il mentionne par exemple les multiples accès un peu cachés, comme la fameuse grille du coq du côté des jardins. Elle serait utilisée, d'après l'auteur, pour faire entrer ou sortir des visiteurs importants, mais à l'abri des regards. Il cite l'exemple de Nicolas Sarkozy, qui aurait emprunté cette voie pour certaines rencontres. Hmm. Et ce qui est fou, c'est que cette question de l'inadéquation du lieu, elle n'est pas nouvelle du tout. Ah non, pas du tout. L'idée de déménager la présidence, c'est une sorte de serpent de mer de la Ve République. De Gaulle y aurait pensé, Mitterrand aussi, puis Sarkozy, Hollande. Le livre rapporte même que l'équipe Macron aurait sérieusement étudié la question après la crise des Gilets jaunes. Ah oui. Oui, parce que le symbole du palais semblait tellement déconnecté de la colère qui montait. Les raisons invoquées au fil des décennies sont un peu toujours les mêmes. Une image jugée trop monarchique, l'isolement du président, des problèmes de sécurité dans un vieux bâtiment au cœur de Paris, et puis des questions de fonctionnalité tout simplement. Mais bon, jusqu'ici, personne n'a sauté le pas. C'est fascinant de voir comment le lieu lui-même impose ses contraintes. Alors, maintenant, si on pousse la porte du bureau présidentiel, comment le livre décrit le quotidien sous Emmanuel Macron? Il y a tout un rituel d'accueil qui est raconté. Oui, c'est très détaillé. Les contrôles de sécurité, bien sûr, la montée du célèbre escalier Murat, l'attente dans le salon vert avant d'être introduit dans le fameux salon doré, le bureau officiel. Et ce salon doré, il est décrit comme un lieu assez particulier, un vrai mélange des genres. C'est-à-dire?
Eh bien, d'un côté, on a le faste, Second Empire, les dorures partout, d'où le nom, et de l'autre, des éléments très contemporains que les Macron ont introduits. Un tableau de Soulages, par exemple, un bureau art déco choisi par le président. Et puis, il y a des touches plus personnelles qui sont décrites. Une photo de sa grand-mère, Manette, Ah oui? une maquette de la fusée Ariane 6, et puis cet objet très symbolique, presque philosophique, un sablier millénaire, posé là apparemment pour rappeler la fugacité du temps et du pouvoir. Il est aussi mentionné que Macron utilise un second bureau, le salon d'angle, plus petit, plus intime et surtout avec un accès direct aux appartements privés. Ça lui permet de basculer plus facilement entre public et privé. Et au-delà du décor, qu'est-ce que le livre nous dit sur la manière de travailler d'Emmanuel Macron, là, à l'Élysée? Alors, le portrait que dresse Olivier Beaumont, en se basant sur les témoignages qu'il a recueillis, c'est celui d'un président en mouvement constant. Un proche parle d'un besoin de changement permanent. Il dit qu'il change tout, tout le temps. D'autres témoignages, par contre, évoquent une forme d'indécision ou en tout cas une difficulté à trancher vite, comparant sa méthode à un Paris-Dakar sans GPS. C'est assez imagé. Oui, l'image est parlante. Et l'auteur suggère que ça a eu des répercussions. Par exemple, lors des nominations à Matignon, les hésitations rapportées entre Vautrin et Borne, ou plus tard entre Darmanin et Borne. En parallèle, le livre dépeint un homme avec un rythme de travail absolument effréné. L'homme qui travaillait trop, dormant peu. Et il évoque aussi ce que certains interprètent comme un besoin profond d'être aimé, d'une sensibilité à l'opinion, à l'affect qui transparaîtrait dans ses interactions. Ce rythme intense, ça déborde forcément sur la vie privée. Le livre s'aventure d'ailleurs de ce côté-là, dans l'aile Madame. Comment sont décrits ces appartements? L'auteur les décrit comme finalement assez modestes compte tenu du lieu. Environ 160 mètres carrés, fonctionnels, avec un mobilier contemporain. Un témoin parle même d'un style Roche-Beaubois pour donner une idée. D'accord, loin du faste qu'on pourrait imaginer. Oui, loin du faste. L'accent est vraiment mis sur la volonté de préserver une intimité très, très stricte dans cet espace. C'est qualifié de no man's land pour les collaborateurs. Beaumont évoque une certaine routine du couple présidentiel, petit déjeuner et dîner pris ensemble, autant que possible, selon des règles établies par Brigitte Macron. Et il décrit Emmanuel Macron qui continue souvent à travailler tard le soir, parfois même depuis son lit. Il y a aussi quelques anecdotes qui donnent un aperçu de cette vie un peu hors sol. La pièce du cauchemar, une petite pièce avec une fresque de Garouste jugée angoissante, Ah oui. ou cet incident où le président aurait confondu un bouton d'alerte avec un interrupteur, provoquant une petite panique chez la sécurité. Ça illustre bien cette cohabitation un peu étrange entre l'intime et la fonction. Exactement. Ce sentiment de prison dorée, il est mentionné explicitement, surtout tel qu'il aurait été ressenti par Brigitte Macron au début. Le livre rapporte d'ailleurs leur préférence très nette pour la lanterne à Versailles. Ils s'y rendraient dès que possible le week-end, justement pour échapper à la pression, retrouver un semblant de normalité. Ce qui ressort très fort, c'est cette frontière incroyablement poreuse, voire inexistante, entre vie privée et obligation. L'anecdote du réveil de Macron en pleine nuit par ses conseillers pour lui annoncer l'invasion d'Ukraine, Mhm. elle est très parlante. Même dans les moments les plus intimes, la fonction ne s'arrête jamais, quoi. Ce lieu, ce quotidien intense, ce n'est que la scène finalement. Le livre nous invite ensuite à regarder les acteurs, les jeux de pouvoir. Et là, une figure centrale émerge très nettement. Alexis Kohler, le secrétaire général. Ah oui, il est présenté comme absolument incontournable, le rouage essentiel de la machine élyséenne sous Macron. Le livre le dépeint comme un homme extrêmement puissant, très secret et un travailleur acharné. L'auteur utilise même le surnom apparemment répandu en interne de hamster alsacien. Hamster alsacien? Oui. Pour donner une idée de son statut, son bureau contiendrait un tableau de Canaletto et une citation de Churchill sur la persévérance. Son influence sur les grandes décisions est jugée déterminante par beaucoup d'observateurs cités. On lui attribue un rôle clé dans des dossiers comme la taxe carbone, la réforme des retraites, poussant pour 64 puis 65 ans. L'affaire MSC, où son nom a été cité, est aussi brièvement évoquée par l'auteur comme une ombre potentielle. Et il y a cette histoire d'agenda caché? Oui, c'est un fait intéressant rapporté par Sécurut. Macron aurait parfois utilisé un agenda parallèle, caché, pour certains rendez-vous,
Peut-être pour échapper au contrôle supposé de son omniprésent secrétaire général. Il faut juste rappeler peut-être que le secrétaire général de l'Élysée, c'est un peu le chef d'orchestre administratif et politique de la présidence. Un poste traditionnellement très très influent, ce qui explique ce poids attribué à Colère. D'accord. C'est donc le pôle, si on veut, de la rationalité, de la technique, mais le livre décrit aussi un autre pôle d'influence, peut-être plus informel, autour de l'aile Madame. Tout à fait. L'auteur oppose souvent cette aile ouest, celle de Colère, à l'aile Madame. Le bureau de Brigitte Macron dans le Salon des Fougères y est décrit comme un lieu d'écoute différent, une sorte de thermomètre du réel. C'est là que remonteraient les préoccupations du terrain, les cahiers de doléances. Emmanuel Macron lui-même aurait surnommé son épouse la syndicaliste pour ce rôle. La syndicaliste, d'accord. Et dans cette sphère d'influence, une autre personnalité est mise en avant, Bruno Roger Petit, BRP, le conseiller mémoire. Le livre le dépeint comme une figure complexe, très influente, parfois décrit par ses détracteurs cités comme un mauvais génie ou un baron noir. Sa proximité physique, son bureau est proche de l'aile Madame, symbolise cette connexion. Son rôle officiel, c'est la narration présidentielle, les commémorations, les panthéonisations, mais le livre lui prête aussi une influence politique plus large, soulignant ses réseaux, certaines idées jugées controversées, une stratégie de droitisation, des contacts allégués avec Marion Maréchal. Une rivalité féroce l'opposerait à Alexis Colère. Il est même noté que Colère ne mettrait jamais les pieds dans l'aile Madame. Ah oui, quand même. Oui. Beaumont rapporte même des accusations selon lesquelles BRP aurait eu un pouvoir de destruction massive en interne, provoquant tensions et départs. On sent des lignes de faille assez nettes dans la structure du pouvoir telle qu'elle est décrite. Et au-delà de ces figures, le livre évoque des tensions plus structurelles. Oui, le livre fourmille d'exemples. La relation historiquement compliquée entre l'Élysée et Matignon est illustrée avec des anecdotes sur Philippe, mais aussi Attal ou le bref passage de Barnier. Des luttes d'influence entre factions internes sont aussi décrites. Des critiques visant la cellule diplomatique, par exemple. Et cette opposition quasi structurelle entre l'aile Madame et l'aile ouest de Colère. Plus largement, l'atmosphère générale est parfois dépeinte comme relevant du phénomène de cour, avec des conseillers qui rivalisent pour l'attention du président, et des comparaisons récurrentes entre Macron et la figure d'un monarque républicain, à la fois distant et centralisateur. C'est fascinant. Et il y a des détails plus légers, mais peut-être tout aussi révélateurs. Je pense à cette histoire de parfum. Ah oui, l'anecdote de l'eau sauvage de Dior. Le livre note qu'Emmanuel Macron en ferait un usage qualifié d'industriel. Carrément. Oui, et ce n'est pas juste un détail cosmétique selon l'auteur. L'odeur très reconnaissable servirait de marqueur olfactif de sa présence, une sorte d'affirmation d'autorité. Ça sent le président, diraient certains collaborateurs. C'est un petit détail, mais qui en dit long sur la mise en scène du pouvoir. Dans un autre registre, il faut aussi mentionner le rôle unique décrit dans le livre de la photographe officielle Soisic de la Moissonnière. Elle suivrait le président absolument partout. Bénéficiant d'un accès et d'une confiance exceptionnelle, capturant des moments très intimes ou de tension. Ce statut privilégié ne manquerait pas de susciter quelques jalousies, selon les échos rapportés. Passons à un autre aspect, les transformations physiques du palais. Le livre décrit un Macron en monsieur bricolage, très investi dans les rénovations. Oui, c'est un chapitre assez surprenant. Face à un état de délabrement avancé de certaines parties du palais, c'était pointé par la Cour des comptes d'ailleurs, d'importants travaux ont été lancés. Ça concerne la salle des fêtes, le salon doré, les cuisines qui étaient très vieilles, ou encore l'installation de la géothermie pour moderniser tout ça. Le livre souligne l'implication personnelle de Macron dans le suivi des chantiers, son intérêt pour les détails architecturaux, décoratifs. L'auteur rapporte quelques anecdotes amusantes sur la vétusté d'avant, une douche qui ne donnait que de l'eau froide dans les appartements. Ah oui, pratique. Oui, ou une télé qui tombe en panne juste avant un match de l'OM que le président voulait voir. C'est un contraste net avec François Hollande qui, lui, selon le livre, était plus frugal sur ces questions de bâtiment. Et ces rénovations, c'était aussi l'occasion d'affirmer un style particulier? Absolument. Le livre met en avant l'intégration assumée d'œuvres d'art contemporain au milieu des décors historiques. C'est vraiment une impulsion du couple Macron. On voit des créations de Buren, Soulages, Miro, Weiler, qui dialoguent avec les lustres et les boiseries. Ce mélange des styles est présenté comme une vraie marque de leur passage. D'ailleurs, ces travaux ont parfois réservé des surprises, comme la découverte de sable sous le plancher de la salle des fêtes, un vestige d'une ancienne technique d'isolation phonique, ou des câblages électriques complètement obsolètes.
L'Élysée se met pas seulement un lieu de vie et de travail, c'est aussi surtout une scène diplomatique majeure. Comment le livre aborde cette dimension? Il la présente comme absolument centrale dans la pratique du pouvoir de Macron. Le livre décrit son attention méticuleuse aux détails lors des visites, des dîners d'État, le choix de la musique, le menu, le plan de table très stratégique. La gastronomie française est explicitement présentée comme une arme diplomatique. Une arme diplomatique, carrément. Ouais, ouais. Il y a une anecdote assez savoureuse sur Theresa May, alors première ministre britannique. Son agenda était si serré qu'elle n'avait que 45 minutes pour un dîner d'État. 45 minutes. Oui. Eh bien, qu'à cela ne tienne, elle aurait eu droit au protocole complet, mais servi en 45 minutes chrono. Oui. Une prouesse logistique, imaginez. Incroyable. Le livre rapporte aussi des moments diplomatiques un peu plus tendus. Oui, il n'élude pas les coulisses moins policées. Par exemple, un incident rapporté avec Sergei Lavrov, le ministre russe. Lors d'une visite, il se serait aventuré dans une zone interdite. Stoppé par un garde, il aurait répliqué sèchement en anglais « I go where I want », je vais où je veux. Ambiance. Oui. Autre exemple, la visite de Donald Trump. Sécurité draconienne au point que ses propres agents contrôlaient systématiquement les toilettes après son passage. Le livre dépeint un agenda diplomatique saturé qui met une pression énorme sur la cellule diplo de l'Élysée. Cellule qui fait d'ailleurs l'objet de critiques en interne, selon certains témoignages. Il rappelle aussi comment des crises internationales ont été gérées depuis le palais, la réaction au massacre de Butcha par exemple, ou la réponse à l'assaut du Capitole. Ah oui, l'assaut du Capitole. Pour ça, l'auteur raconte cette recherche nocturne, un peu surréaliste, d'un drapeau américain et d'un fer à repasser en urgence, pour que le président puisse enregistrer une allocution vidéo dans de bonnes conditions. Ces anecdotes montrent bien la pression constante. Et le livre consacre évidemment une partie importante à un événement politique majeur et assez inattendu, la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024. Comment c'est raconté? L'auteur nous plonge vraiment au cœur du moment. Il décrit l'enregistrement de l'allocution présidentielle dans le Salon Doré. La scène est marquante. Les quelques techniciens présents, venus pour un enregistrement de routine, découvrent la décision en direct, en même temps que le président la prononce. C'est dire le secret. Ah oui, le secret a été bien gardé. Pour autant, le livre précise que l'idée d'une dissolution n'était pas complètement nouvelle. Des discussions auraient eu lieu dès 2022. L'auteur mentionne un avertissement précoce de Thierry Solère sur les dangers d'une telle manœuvre. Quels étaient les signes avant-coureurs rapportés juste avant cette annonce choc? Beaumont détaille une atmosphère de plus en plus fébrile les jours précédents. Des rumeurs insistantes, des apartés discrets du président en Normandie lors des commémorations du débarquement qui ont alimenté les spéculations. Il y a aussi cette confidence un peu énigmatique qu'aurait faite Macron à Sarkozy la veille. « Demain, on va bien se marrer ». Ça laissait présager quelque chose de spectaculaire. On va bien se marrer. Ambiance? Oui. Le livre décrit aussi le funeste tour de table juste avant l'annonce officielle, réunissant les principaux conseillers, quelques alliés politiques. Leurs réactions, telles que rapportées, allaient de la perplexité à l'inquiétude. L'auteur évoque aussi l'existence d'une cellule officieuse, animée par des proches comme Pierre Charon et BRP, qui militaient pour la dissolution depuis des mois. Il mentionne même un plan secret, nommé code Clisthène, préparé pour l'après-dissolution, mais qui finalement n'aurait jamais été appliqué. Et la colère froide de Macron, rapportée par l'auteur, face aux fuites sur cette cellule, traitant les responsables de cloporte, ça témoigne de la tension extrême du moment. On arrive au terme de cette exploration assez dense. Si on devait synthétiser les grands traits qui ressortent de la tragédie de l'Élysée, telle que vous nous l'avez présentée, qu'est-ce qu'on retiendrait? Je dirais d'abord l'image d'un Élysée vraiment ambivalent. Lieu de pouvoir absolu, mais aussi structure contraignante physiquement et psychologiquement, presque dévorante. Ensuite, le portrait d'un quotidien présidentiel sous Macron marqué par une intensité extrême. Un mélange constant de travail acharné, de représentation et d'une vie privée sous pression. Troisièmement, la mise en lumière des dynamiques de pouvoir complexes, avec des figures clés comme Kohler, Roger Petit, des rivalités internes, cette atmosphère de cour. Quatrièmement, l'empreinte laissée par le couple Macron sur le lieu lui-même. Les rénovations, l'art contemporain. Et enfin, le récit d'un moment de crise et de décision politique majeure, comme la dissolution, vécue et décidée depuis ce cœur névralgique du pouvoir. Le livre cherche vraiment à montrer l'envers du décor. Et pour conclure, quelle est la pensée
finale, la question que le livre laisse peut-être en suspens. Ce qui est vraiment frappant, et c'est une des thèses du livre, suggérée par le titre même, c'est cette idée que l'Élysée n'est pas neutre. Il façonne, il use, il consume ceux qui l'habitent. La tragédie ou l'enfer du titre, c'est peut-être ça, l'épreuve que représente l'exercice du pouvoir dans ce cadre si particulier. Et l'auteur termine en soulevant une question intrigante sur Macron lui-même. Il le décrit comme un personnage fondamentalement nomade, quelqu'un qui vit avec son sac à dos, moins attaché au lieu qu'à l'action. Mhm. Alors, comment cet homme-là vivra-t-il son départ inéluctable de ce palaisie? Quel héritage laissera-t-il au-delà des murs rénovés? Le livre laisse entendre qu'il pourrait être tenté de vouloir surmonter cette tragédie de l'Élysée, peut-être en cherchant à y revenir un jour. C'est une interrogation ouverte sur l'après-Élysée, sur la trace que laissera ce président et sur la manière dont lui-même se projettera au-delà de cette expérience si intense. Une réflexion qui invite à continuer d'observer sa trajectoire